Eh bien, salut à tous, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien et on se donne rendez-vous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'en profite pour afficher l'Instagram à l'écran afin que vous puissiez m'ajouter, m'envoyer vos nouveaux sujets. Certains barons de la communauté l'ont remarqué, il n'y a pas eu de vidéo mercredi. Et en fait, il y a une explication très simple par rapport à cette absence. En réalité, je me suis rendu en Suisse, à Genève, pour assister à la conférence de Jordan Peterson. J'ai eu la chance de le rencontrer et de discuter avec lui. Alors, au départ, j'avais pas pour objectif de réaliser une vidéo sur cet événement, mais j'ai reçu une pléthore de messages de barons de la communauté qui voulaient que je parle de cette conférence et notamment des idées qui ont été développées à l'intérieur de cette dernière. Et vu que je suis votre humble serviteur, eh bien, je m'exécute et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Comme je l'ai dit précédemment, la conférence, elle a eu lieu à Genève, en Suisse, et c'était la première fois que je me rendais dans ce pays. Et je vais pas vous mentir, j'avais beaucoup d'a priori par rapport à la Suisse et à Genève, parce que je partais du principe que dans cette ville, il n'y avait que des escortes et des banquiers. Mais bien entendu, je me suis trompé et je fais mon mea culpa auprès des barons de la communauté suisse parce que j'ai beaucoup apprécié Genève. En effet, j'ai trouvé que c'était une ville calme, paisible, très sereine, ce qui est un paradoxe puisque en parallèle, c'est une ville qui bouge beaucoup, il y a des diplomates partout, il y a notamment le siège des Nations Unies, c'est l'office principal en Europe et il y a également devant le siège la fameuse chaise cassée qui est là pour dénoncer notamment l'usage des mines antipersonnelles dans certains conflits. Tout ça pour dire que j'ai apprécié Genève, c'est une ville qui est assez paradoxale, mais malheureusement j'ai pas eu le temps de visiter en détail cette dernière parce que j'ai dû me rendre à l'Arena de Genève qui se situe à côté de l'aéroport et du palais des expositions. Parce que c'était dans cette dernière qu'il y avait le lundi 8 mai à 20 h la conférence de Jordan Peterson. La première chose que j'ai remarqué en arrivant sur place, c'est qu'il n'y avait pas de manifestation. Alors que pourtant, pour l'intégralité des dates américaines et canadiennes, mais également pour certaines dates européennes, notamment à Bruxelles, il y avait des manifestants qui dénonçaient justement l'arrivée de Jordan Peterson dans leur ville pour y faire une conférence. D'ailleurs, Jordan Peterson avait réalisé une vidéo il y a quelques mois par rapport à ce sujet en disant qu'en fait, les manifestants avaient tout à fait le droit d'exprimer leur colère par rapport à sa venue, parce que en faisant cela, il s'exprimait librement. Et Jordan Peterson est très attaché à la liberté d'expression. De plus, il sait pertinemment que c'est normal, c'est une réaction parce que c'est la logique de l'ami et de l'ennemi politique et au contraire, c'est plutôt positif parce que s'il y a une réaction, ça veut dire que le discours de Peterson fait mouche. Il provoque des réactions, il ne laisse pas indifférent. Donc ça veut dire qu'il a un impact et c'est bon pour lui. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo, il incitait les manifestants à venir directement sur place. Mais là, pour le coup, il n'y avait personne, ce qui n'était pas le cas pour les autres dates. La deuxième chose que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait beaucoup de monde et que surtout, les personnes qui étaient sur place avaient envie de discuter, de partager, voire même de débattre. C'est-à-dire que c'est pas le simple événement où tu vas acheter ton billet et tu vas t'asseoir dans la salle, parler à personne, suivre l'événement et repartir, comme pour le cadre de certains concerts. Non, là, il y avait vraiment une sorte d'agora qui s'est formée avant le début de la conférence où les gens discutaient entre eux et des gens qui ne se connaissaient absolument pas de base. Ce soir-là, j'ai beaucoup parlé avec des barons de la communauté que je salue au passage, mais j'ai pu également discuter avec des individus de tout horizon et ça, c'était très agréable car ça donnait une atmosphère bien particulière à cet événement. C'était pas juste une simple conférence où tu venais et t'allais repartir. Non, il y avait une volonté d'échanger, de débattre et de discuter. J'ai également vu beaucoup d'hommes et de femmes très bien habillés. On voit que certains écoutent religieusement les conseils de Hugo Jacomet. Et enfin, ce que j'ai remarqué par rapport au public de la conférence, c'est qu'il y avait beaucoup de femmes. J'imaginais une écrasante majorité d'hommes et en fait, c'était pas si évident que cela. Il y avait beaucoup de femmes. Donc, j'ai rigolé jaune parce que la plupart du temps, les critiques de Jordan Peterson ne cessent de répéter que c'est un monstrueux misogyne et en fait, il y avait
beaucoup de femmes qui étaient sur place et qui voulaient écouter la conférence. D'ailleurs, un baron de la communauté qui est allé avec sa copine à la conférence de Bruxelles m'a raconté qu'un manifestant était allé les voir et qu'il ne comprenait pas comment c'était possible que la copine du baron puisse s'intéresser au discours de Jordan Peterson. De plus, la posture de ce manifestant est paradoxale car il se présente comme étant un féministe, mais en même temps, il n'accepte pas la possibilité qu'une femme puisse embrasser d'autres idées que celles du néo-féminisme. On a abordé ça dans la vidéo sur la Tradwife. À 20h, je suis rentré dans la salle parce que la conférence allait bientôt commencer et il y avait beaucoup de monde. La capacité de l'Arena de Genève, c'est à peu près 9500 personnes et je crois que ce soir-là, ils ont fait salle comble. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il y avait notamment le vidéaste Eric Flagg qui était présent. Avant le début de la conférence, il y a eu quelques morceaux de guitare qui ont été joués par le musicien David Cotter qui fait toutes les premières parties des conférences de Jordan Peterson. Et d'ailleurs, je tiens à le saluer parce que c'est un baron de la communauté. Donc merci à lui, il a beaucoup de talent. Au début de la conférence, c'est la femme de Jordan Peterson, Tammy, qui a parlé pendant à peu près 30-40 minutes. Et ensuite, lorsqu'elle a fini d'aborder l'une des règles du premier livre, il me semble, Jordan Peterson est arrivé sur scène. Et là, il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire, car quand Jordan Peterson est arrivé sur scène, il y a eu un tonnerre d'applaudissements. J'ai cru qu'il y avait le retour de Freddie Mercury ou de Prince. Les gens l'ont applaudi très longtemps et c'est là que je me suis rendu compte de l'impact énorme que Jordan Peterson avait sur des individus qui venaient d'absolument tous les pays. C'est-à-dire que Jordan Peterson, il ne faut pas oublier que de base, c'est pas une rockstar. C'est un universitaire et un psychologue clinicien. Alors bien sûr, certains n'aiment pas Jordan Peterson et il est possible d'émettre certaines critiques par rapport à son travail, mais ça serait faire preuve d'une très grande malhonnêteté intellectuelle que de dire que Jordan Peterson n'a aucune influence, n'a absolument pas d'impact, car c'est faux. Après ce tonnerre d'applaudissements, Jordan Peterson a commencé la conférence et il a dû parler en tout pendant 1 heure. Mais attention, là je vais émettre une petite critique dans la mesure où la partie de sa femme et la sienne n'étaient pas les plus intéressantes dans l'entièreté de la conférence. C'est-à-dire que pour cette conférence, on a eu surtout le Peterson du développement personnel et pas celui de Map of Meaning et celui qu'on a connu avec les vidéos Introduction au concept de Dieu ou l'analyse du Roi Lion ou même encore de Pinocchio, c'est-à-dire là où il est le plus pertinent. Parce que en effet, j'aime beaucoup Jordan Peterson dans sa dimension développement personnel, mais je le préfère lorsqu'il aborde des thématiques en lien avec les archétypes, la religion ou l'inconscient collectif, lorsqu'il se rapproche de Carl Jung. Mais de toute façon, c'est comme le port-salut, c'est marqué dessus, dans la mesure où cette conférence, on le savait déjà de base, c'était lié à la promotion de son 3e livre, donc à la dimension plus développement personnel. Même si, attention, cette partie-là a été quand même très intéressante, mais c'était en quelque sorte une piqûre de rappel par rapport à la lecture de 12 règles pour une vie et de sa suite. On n'était pas du tout sur Map of Meaning. Après la fin de la première partie, il y a eu des questions-réponses, et je trouve personnellement que c'était la partie la plus intéressante de la conférence. En fait, il était possible directement, en utilisant des QR codes sur place, de poser des questions. C'était ensuite mis sur une sorte de page internet et les gens pouvaient voter pour les questions les plus pertinentes. Plus une question avait de j'aime, plus elle se trouvait en haut du classement. Et ensuite, c'était la femme de Peterson qui sélectionnait les questions et qui allait directement les lui poser. La première question qui a été posée, c'est comment reconnaître un psychopathe ? Alors Jordan Peterson, en qualité de psychologue clinicien, il a répondu en disant que déjà, même pour un professionnel, c'était parfois particulièrement compliqué parce que le problème du psychopathe, c'est qu'il peut jouer un rôle. Il a notamment cité les travaux du psychologue canadien Robert Hart qui a réalisé une échelle qui permet de déterminer si une personne est un psychopathe.
Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de définition claire de ce qu'est un psychopathe. On pourrait dire que c'est une personne qui souffre de psychopathie, mais la psychopathie, en fait, c'est l'addition de plusieurs traits de personnalité considérés comme antisociaux. Par exemple, un manque d'empathie, le fait d'être plus impulsif, manipulateur, narcissique, et donc plus de chances de commettre des crimes violents. Donc avec l'échelle de Robert Hart, il est possible de faire un test pour déterminer si une personne est un psychopathe. En tout, il y a 40 points, et à partir de 30 points, la personne est considérée comme étant psychopathe. Ainsi, Peterson explique que pour cela, on va distinguer par exemple les traits narcissiques, le degré d'empathie, le degré d'impulsivité, le machiavélisme, etc., etc. Mais ça, c'est fait dans un cadre professionnel. Donc, ça peut être particulièrement difficile pour des individus lambda de repérer une personne psychopathe. Jordan Peterson a insisté sur le fait que la grande force du psychopathe, c'est que c'est un prédateur, c'est-à-dire qu'il va repérer dans la société les individus qui peuvent plus facilement se faire berner, c'est-à-dire des personnes naïves et souvent très humanistes. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Parce que le psychopathe ne va pas aller directement vers les individus les plus intelligents et les moins naïfs, ceux qui ont tendance à se méfier de tout le monde, parce que ces gens-là sont les plus à même de les démasquer. Jordan Peterson conseille donc aux individus qui sont assez naïfs, déjà de se rendre compte de cela, ce qui n'est pas toujours évident, mais surtout d'essayer de lire des affaires criminelles ou certains événements historiques qui soulignent la part la plus sombre de l'humanité. Il a cité notamment le massacre de Nankin. Donc pour Jordan Peterson, c'est extrêmement difficile lorsque l'on n'est pas un professionnel de santé pour savoir qui est psychopathe ou non, et c'est pour ça qu'il faut faire attention et notamment écouter très longuement les gens avec qui on discute, parce qu'on peut repérer certains indices qu'il a listés, notamment le narcissisme, le machiavélisme, le fait que les psychopathes veulent toujours avoir le meilleur rôle, etc., etc. La deuxième question qui a été posée, c'était de savoir s'il y avait des différences notables entre des enfants qui ont été élevés dans des familles monoparentales et des enfants qui ont été élevés dans des familles nucléaires traditionnelle. Jordan Peterson, forcément, lui, c'est un défenseur de la famille nucléaire traditionnelle. C'est d'ailleurs la structure de sa famille. Il y a une mère, un père, et en plus, il y a eu le choix du roi, puisque Jordan Peterson a une fille et un garçon. Donc, il a vraiment l'archétype de la famille classique. Pour Peterson, c'est donc la famille nucléaire traditionnelle qui est la meilleure structure possible pour l'épanouissement de l'enfant, surtout si les parents sont particulièrement aimants et attentifs au bien-être de leur progéniture. Par contre, Jordan Peterson a fait preuve de nuance en disant qu'aujourd'hui, certes, il y avait une explosion des familles monoparentales, mais il n'y avait pas assez d'études pour savoir s'il y avait des différences notables entre les deux fonctionnements. Par contre, Jordan Peterson a expliqué qu'il vaut mieux par exemple une famille monoparentale aimante qu'une famille nucléaire traditionnelle dysfonctionnelle. Ce qui compte, c'est l'écoute, la discussion et la capacité des parents, qu'ils soient dans des familles monoparentales ou des familles nucléaires traditionnelles, à aimer leurs enfants. Par contre, parfois, il peut y avoir des incompréhensions dans la famille monoparentale. Par exemple, une fille qui grandit exclusivement avec son père et à la puberté, elle va se poser un certain nombre de questions et le père n'est pas le plus à même pour y répondre parce qu'il n'a pas vécu la situation de sa fille. Il y a des différences biologiques trop importantes. La troisième question portait sur les psychotropes. Est-ce que les psychotropes sont utiles pour certaines thérapies? Et est-ce que Jordan Peterson en a déjà consommé? Pour répondre à cette question, Peterson parle d'abord d'Aldous Huxley, qui était donc l'auteur du Meilleur des mondes et qui a beaucoup travaillé sur les psychotropes, puisqu'il a notamment consommé de la mescaline ou bien du LSD. Huxley a écrit 2 ouvrages sur cette question, Les portes de la perception, mais également Le ciel et l'enfer. Dans le premier livre, il explique sa consommation de mescaline et il dit notamment que ça peut être utile pour des artistes en panne d'inspiration. Dans le deuxième livre, il aborde quelque chose de très intéressant, c'est que pour lui, il y a eu un renforcement des croyances par le biais des hallucinations.
C'est-à-dire que par exemple, en période de jeûne, eh bien, on est plus susceptible d'avoir des hallucinations, notamment à cause de certaines carences ou de certaines maladies. Et donc, ces hallucinations, qui peuvent avoir des liens avec la religion, peuvent renforcer le sentiment de croyance. Pour ce qui est des thérapies, les psychotropes ne sont pas vraiment utilisés, mais par contre, il a affirmé qu'il y avait des études et des expériences qui étaient en train d'être réalisées pour savoir si ça pouvait être utile pour lutter contre certaines addictions particulièrement difficiles, notamment l'alcoolisme. Toutefois, Jordan Peterson a posé un avertissement. Ce n'est pas un jeu. La prise de psychotropes, c'est pas anodin. Ça peut être à double tranchant. Parce que c'est soit un paradis artificiel, vous allez voir des choses qui vont vous émerveiller, ou alors ça va être un enfer sur terre. Parce que vous allez avoir des hallucinations terribles qui peuvent entraîner par la suite des troubles, notamment la dépersonnalisation. Donc, comme l'a expliqué Peterson, c'est pas un jeu, faut faire très attention. J'ai moi-même des amis qui ont déjà consommé ce type de produit, ça s'est passé très bien 5-6 fois, et un jour ça a été un véritable bad trip, et je peux vous dire qu'ils s'en souviennent encore. Par contre, ce petit coquin de Peterson n'a pas répondu à la question de savoir s'il en avait déjà consommé. Il a maintenu une forme de suspense. De mon point de vue, je pense que c'est une possibilité dans la mesure où Jordan Peterson a évolué dans une époque où il y avait eu le développement de tout un tas de produits psychotropes, et vu qu'il aborde des thématiques en lien avec la métaphysique, la religion et l'importance des symboles, ça serait pas étonnant qu'il en ait déjà consommé par le passé, notamment dans sa jeunesse. La dernière question, c'était la suivante. Est-ce que l'intelligence artificielle est dangereuse et est-ce qu'elle va détruire certains métiers? Jordan Peterson a répondu en disant que ça a toujours été une crainte de l'humanité de voir l'arrivée de certaines technologies qui risquaient de détruire leurs emplois ou de remplacer certains corps de métier. Et pour lui, en fait, même si ça peut arriver un jour, il y aura toujours une recomposition par le biais de l'économie. C'est-à-dire que s'il y a des emplois qui sont détruits, il y aura des nouveaux emplois qui vont être créés. De mon point de vue, je suis pas vraiment d'accord avec cette idée-là parce que l'intelligence artificielle va d'abord détruire des métiers qui demandent pas des grandes qualifications et éventuellement en créer certains qui demandent par exemple une certaine connaissance, notamment au niveau des nouvelles technologies. Je pense même qu'on a tendance à sous-estimer le changement de paradigme qui risque d'arriver avec l'émergence de l'intelligence artificielle. Donc Jordan Peterson ne s'inquiète pas au niveau des emplois. Par contre, il pense que l'intelligence artificielle peut être très dangereuse. Il donne l'exemple notamment des totalitarismes du XXe siècle et il pose une question. Imaginez si ces totalitarismes-là avaient eu accès à cette technologie. Et d'ailleurs, il a utilisé l'exemple de la Chine qui utilise l'intelligence artificielle dans son programme de surveillance de masse. Et on voit qu'en France, il va y avoir également l'usage de plus en plus fréquent de l'intelligence artificielle. Donc ça peut être un outil de contrôle particulièrement puissant et il faut s'en méfier. C'est pour ça qu'en fait, pour lui, il y aura à la fois des intelligences artificielles qui seront utilisées pour faire le bien et d'autres pour faire le mal. Après que Jordan Peterson ait répondu à cette question sur l'intelligence artificielle, c'était la fin officiellement de la conférence. Tout le monde s'est levé et a applaudi Jordan Peterson et sa femme. Ensuite, c'était la partie réservée aux VIP. J'ai eu la chance d'être invité par une connaissance que je salue au passage. Et donc, j'ai eu la chance de discuter avec Jordan Peterson. Mais attention, je ne vais pas vous dire ce qui a été dit au cours de cette discussion. Ça va faire partie en quelque sorte de la légende. En fait, ça sera un mystère de la chaîne. Je vous le dirai peut-être un jour, notamment dans un podcast. Mais je peux vous dire plusieurs choses. C'est que déjà, Jordan Peterson est très charismatique. On a beaucoup rigolé. C'est quelqu'un qui est très agréable, même si j'ai dû parler en anglais. Il a d'ailleurs dit quelques mots en français. Et c'est pas impossible que Jordan Peterson vienne en France dans quelque temps. J'ai reçu beaucoup de messages sur le costume de Jordan Peterson. Pourquoi il y a une partie bordeaux et l'autre qui est bleu nuit? En fait, il y a une explication symbolique par rapport à ce choix de costume. La partie bordeaux, c'est censé représenter l'enfer et elle a été réalisée avec de la laine de bouc.
Et la partie bleu nuit, ça représente le paradis et elle a été réalisée avec de la laine de mouton. En fait, c'est une référence d'abord aux travaux de Jordan Peterson, puisqu'il aborde beaucoup cette dualité, notamment la question de la part d'ombre, mais également des questions en lien avec la religion, et c'est une référence directe à un passage de l'Évangile selon Matthieu. Après avoir discuté avec Jordan Peterson, il y a eu un petit moment de questions-réponses dans un comité plus restreint. D'ailleurs, on sentait que Peterson était plus à l'aise. Il a beaucoup rigolé dans cette partie-là, il a fait preuve de beaucoup d'humour. Dans un premier temps, il a parlé du film Don't Worry Darling de Olivia Wilde, qui déteste d'ailleurs Jordan Peterson, parce que le film, c'était pour dénoncer la plupart de ses travaux, qu'elle a dû pas comprendre d'ailleurs au passage, et Jordan Peterson a ironisé parce que l'antagoniste du film qui est censé le représenter est joué par un acteur plutôt charismatique. Ensuite, il a répondu à la question traditionnelle avec qui vous aimeriez manger en personnalité vivante comme morte. Il a ironisé sur le fait qu'il préférerait manger avec des vivants que des morts parce que les morts ne parlent pas à table, et il a cité Carl Jung et Dostoïevski, et en personnalité vivante, il a parlé de Donald Trump. Il a dit également à ce moment-là que de base, il y avait un podcast qui était prévu avec Donald Trump, mais que ça n'avait pas pu se faire et que ça se fera très certainement à l'avenir. Tout ça pour dire que, en tout cas, j'ai beaucoup apprécié cette conférence, mais également le fait de parler avec Jordan Peterson, mais aussi à vous, les barons de la communauté. C'était un véritable plaisir et il va falloir que j'organise des IRL dans les mois à venir. On va voir si on fait ça à Paris, Lyon ou Montpellier, mais ça va se faire. Voilà les barons, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, commenter, à partager et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était le Doc. Ciao les barons.